This meeting is being recorded. Bonjour, fait que je vais partager mon écran juste un moment, s'il vous plaît. C'est parfait, vous le voyez bien? Parfait. Fait que bonjour tout le monde, c'est ça, mon nom c'est Stéphanie Sénécal et puis je suis la coordinatrice de support au soutien aux aînés. Je demeure dans la petite ville de Sturgeon Falls, fait que mon français peut être un petit peu brisé de temps à autre, mais je vais faire mon possible pour présenter cette belle présentation de la fraude. Fait que cette présentation va vous aider à détecter, à détourner et à dénoncer la fraude. Et ça va aussi vous aider à diminuer les chances d'être une victime de fraude. Fait que le Centre antifraude est à North Bay, Ontario, et est géré conjointement par la Police provinciale de l'Ontario, la GRC et le Bureau de la concurrence. Le Centre antifraude est un dépôt qui centralise des données, des renseignements et de la documentation sur la fraude pour les citoyens et des entreprises au Canada. Les citoyens peuvent signaler la fraude même s'ils ne sont pas des victimes. Ils peuvent aussi signaler la fraude anonymement et même pour quelqu'un d'autre. Il y a deux façons de signaler la fraude, soit avec notre numéro sans frais ou sur notre site Web. La site Web va aussi vous aider à apprendre les différents types de fraude, reconnaître les signes de la fraude et comment vous protéger contre la fraude. C'est que le Centre antifraude ne mène pas d'enquête, mais il apporte l'aide précieuse aux organismes d'application de la loi du monde entier. Nous percevons le crime, nous renforçons nos partenariats avec le secteur privé et public et nous percevons l'économie canadienne. C'est que le Centre antifraude a trois unités. L'unité d'admission de signalement et prévention de la fraude. C'est que cette unité accepte des signalements par téléphone, par courrier, par les policiers et en ligne. Ce département ici valide les signalements en ligne aussi. Ils prennent des appels de des gens qui font partie d'une tentative de fraude ou qui sont des victimes. Ils réfèrent aussi des signalements à d'autres unités qui ont un plus haut risque s'il y a une perte de plus de 10 000 s'il y a de l'argent qui a été envoyé par courrier ou s'il y a une nouvelle variation de fraude. La deuxième unité, c'est l'unité de soutien opérationnel. Cette unité éduque les policiers et nos partenariats dans leur secteur privé. Ils composent des trousses d'enquête pour les policiers pour aider à leur investigation domestique et internationale. Ils travaillent aussi avec des agences internationales comme Interpol, Europol, etc. C'est qu'en 2021, l'unité de soutien opérationnel a diffusé plus que 1800 numéros de téléphone, plus que 10 000 adresses courriels, plus que 4200 comptes marchands et près de 20 000 comptes bancaires. Et puis, l'unité de soutien aux aînés, cette unité compose d'approximativement 15 volontaires en ce moment. Ces volontaires ici font des appels à des victimes de fraude qui ont 60 ans et plus pour les aider avec la victimisation. Ils font aussi des envois postaux et peuvent envoyer des courriels pour leur aider avec qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils font aussi des présentations soit virtuelles comme ceci ou par téléphone. En 2020, nous avons reçu près de 500 000 appels et près de 132 000 signalements en ligne qui totalisaient
64 millions de dollars canadiens en pertes déclarées. Fait que dès le 31 décembre 2021, le Centre antifraude a reçu des rapports totalisant 379 millions de dollars en pertes déclarées. Et puis cette année, en 2022, dès le 8 septembre, le Centre antifraude a reçu un total de 362 millions de pertes déclarées. Ça fait que vous pouvez voir comment que la fraude continue à grossir chaque année. C'est pour ça qu'on est ici. 74% des rapports provenaient de la fraude cyberfacilitée. La fraude est sous-signalée. On estime que moins que 5% des fraudes sont signalées au Centre antifraude. Les victimes ne signalent souvent pas les fraudes pour plusieurs raisons. Soit qu'ils ont honte, ils sont gênés, ils ont l'impression que personne ne les croira et que les forces de l'ordre n'enquêteront pas. Ils ont peur que la famille prenne le contrôle de leurs finances et ils perdent leur indépendance. Ils ne savent pas qu'ils sont une victime de la fraude. Ils se blâment pour les pertes ou ils ne rapporteront pas l'incident tant qu'il y a une garantie qu'il y aura une restitution. Fait que les méthodes de communication principales pour la cyberfraude seraient le courriel à 19%, l'Internet à 14%, les messages textos à 10%, les médias sociaux à 13%. Fait que la cyberfraude prend 56% des fraudes rapportées au Centre antifraude. Les cyberfraudes peuvent être initiées en ligne, par courriel, par message texte ou par réseaux sociaux. Nous allons concentrer sur ces 4 ici aujourd'hui. La fraude en ligne. L'Internet est un réseau de dispositifs électroniques qui s'étend dans le monde entier. Il est facile de s'y brancher et une fois en ligne, il est possible d'accéder à presque n'importe quel renseignement ou de communiquer avec n'importe qui. Il s'agit du lieu de travail idéal pour les fraudeurs. Référence naturelle. Au moment de chercher de l'information, bien des consommateurs utilisent un moteur de recherche populaire pour trouver rapidement des réponses. Par exemple, comme Google. Il est souvent que les fraudeurs payent pour que leur information ou leur site web sont parmi les premiers résultats obtenus. Les fenêtres contextuelles, les fenêtres contextuelles sont utilisées pour attirer votre attention et sont considérées comme étant des sources de distraction et d'irritation. Il existe quelques variations. Celles qui apparaissent par-dessus votre page contextuelle, celles qui vous redirigent vers une nouvelle fenêtre ou onglet, et celles qui ouvrent une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet sans vous sortir de votre page actuelle. Et puis, il y a 3 facteurs qui emportent l'ouverture d'une fenêtre contextuelle. Le temps, c'est une minuterie qui s'écoule, et puis après que la minuterie s'est écoulée, la fenêtre contextuelle va apparaître. Il y a aussi le comportement, c'est que lorsque des conditions précises sont remplies, la fenêtre contextuelle apparaît. Et la fermeture d'un navigateur ou la consultation d'un site web différent. Et puis la troisième, petite annonce en ligne. Il crée diverses annonces pour des animaux, pour des logements à louer, pour des véhicules, pour de la marchandise, dans lesquels où est offert à prix réduit. Ils peuvent aussi communiquer avec des consommateurs pour leur indiquer qu'ils sont intéressés à acheter leur article et offrent de payer plus que le prix demandé.
des sites web. C'est que les fraudeurs créent des sites web pour un bon nombre de fraudes. Les fraudes, parfois, achètent un certificat pour passer leur site en HTTPS qui indique que ce site web est sécurisé. Ils peuvent aussi acheter des noms de domaine qui ressemblent beaucoup à des marchands légitimes. Surtout, ils prétendent être affiliés avec une entreprise ou s'ils cherchent de vendre des marchandises contrefaites. Fausse information. Les fraudeurs créent des comptes et des sites web en se servant d'informations, de photos de personnes, de marchandises, de logos volés. Et puis aussi, en ligne, il y a des cartes de crédit volées. Ça fait que les fraudeurs font des achats en ligne au moins de cartes de crédit volées. Puis, même si les appels téléphoniques demeurent la méthode de communication la plus utilisée pour les fraudeurs, les consommateurs sont beaucoup plus souvent victimes de fraudes par courriel et message texte. Cette falsification de données, ça serait usurpation. Ceci est utilisé pour camoufler les données de l'appelant ou du courriel envoyé. Les fraudeurs peuvent aussi modifier l'information de l'expéditeur du courriel et de message texte. Ils utilisent des tactiques pour afficher le nom, le numéro de téléphone ou l'adresse courriel qu'ils veulent vous montrer. Dans les courriels, vous pouvez mettre votre petite souris sur le nom de l'expéditeur ou cliquer sur « Répondre » pour découvrir l'adresse réelle. Les courriels et messages textes automatisés ou programmés visent à aider les entreprises à gagner du temps en communiquant rapidement avec leurs contacts. Les fraudeurs utilisent les mêmes applications et services pour envoyer immédiatement un message à une liste de contacts. Ils peuvent choisir le destinataire, décider quand envoyer le message et même personnaliser le message. Les fraudeurs peuvent aussi créer des courriels de réponse automatiques pour quand les consommateurs répondent à leur message initial. Et puis le dernier, compte de courriel compromis, c'est que lorsque les fraudeurs ont accédé à des comptes de courriel, ils peuvent se faire passer pour la victime pour tenter de commettre une fraude. S'ils ont accès à des comptes de consommateurs, ils peuvent envoyer un courriel à tous leurs contacts et prétexter une urgence pour leur demander de l'argent. S'ils ont accès à des comptes d'entreprise, ils peuvent aussi créer une règle pour qu'une copie de tous les courriels étant transmis à leur propre compte de courriel. Ils examinent l'information et se font passer pour l'entreprise au moment voulu. Ils peuvent envoyer une facture à des clients et leur demander d'effectuer un paiement immédiatement, mais leur demander de changer le compte bancaire. Ils feraient les dépôts dans leur propre compte bancaire, le compte frauduleux. Et puis, fraude sur les réseaux sociaux, c'est que les médias sociaux ont été créés pour permettre aux utilisateurs de produire et d'échanger du contexte et de faire du réseautage social. Au Canada, les 10 sites web ou applications les plus utilisés sont Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat et autres. Les sites web et applications de rencontres font aussi partie de cette méthode de communication. Fait que les fraudeurs créent habituellement leur compte au moyen d'informations de photos volées de d'autres personnes. Tout récemment, Facebook a annoncé d'avoir supprimé plus que 2 milliards de faux comptes de sa plateforme entre janvier et mars 2019. Robots sur les médias sociaux, ce type de robot utilise de faux comptes pour gérer automatiquement des messages précis,
comme des publicités et de fausses critiques. Ces robots servent surtout à créer des profils de personnes capables d'influencer les gens. Puisqu'ils sont automatisés, ces robots fonctionnent jour et nuit. Compte compromis, c'est que lorsqu'un fraudeur a accès à un compte de médias sociaux, il obtient aussi toute information qu'il est associé. Il a des chances qu'il se fasse passer pour la personne pour tenter de commettre des fraudes. Ils peuvent envoyer des messages au contact de la victime pour les informer qu'il a trouvé leur nom sur une liste de gagnants d'un concours ou pour leur demander de l'argent en prétextant une urgence. Il peut aussi se servir de ce compte pour publier des fausses annonces. Fait que les fraudeurs servent que les fraudeurs savent que les gens passent beaucoup de temps sur les médias sociaux et placent des annonces pour des essais gratuits, de la marchandise à prix réduit, des investissements ou de fausses possibilités d'emploi. Ils peuvent aussi utiliser des noms de des personnes, des photos ou des entreprises bien connues pour falsifier des témoignages publicitaires. Cyberfraude affectant les aînés, il y a l'investissement, stratagème de rencontre, prix, hameçonnage, besoin d'argent urgent, services, marchandises et fraude à l'identité. L'investissement. Il s'agit de possibilités d'investissement fausses, trompeuses ou frauduleuses, souvent avec un rendement monétaire plus élevé que la normale. Et lorsque les victimes prétendent une bonne partie ou la totalité de leur argent. Les investisseurs risquent aussi d'être victimes de vol d'identité et de retrait non autorisé d'argent sur leur carte de crédit ou leur compte de banque, puis devoir payer des intérêts élevés pour des investissements inexistants. Dans l'investissement, il y a aussi les ventes pyramidales et puis il y a beaucoup de crypto-placements. Stratagème de rencontre. Les fraudeurs utilisent tous les types de sites de rencontres et de réseautage social pour communiquer avec leurs victimes. Ils créent leur compte au moyen de photos volées de d'autres personnes. Leur vie ressemble souvent à ceux de la victime. Ils affirment d'être dans l'armée, de travailler à l'étranger et d'avoir un bon emploi. Ils déclarent leur amour très vite pour gagner la confiance, l'affection et l'argent de leurs victimes. Ce type de fraude met beaucoup d'émotions sur les victimes et peuvent durer des mois, des années ou jusqu'à ce que la victime n'a plus d'argent à donner. Les fraudeurs disent toujours qu'ils ont des ennuis financiers et ne pourraient jamais rembourser leurs victimes. Mais ils continueront de faire des promesses vides et de demander plus d'argent. Les prix, c'est que les consommateurs font annoncer qu'ils ont remporté un gros lot ou un prix, même s'ils n'ont jamais acheté un billet ou participé à un concours. Les fraudeurs peuvent initier cette fraude par poste, par courriel, par téléphone, médias sociaux et même par une fenêtre contextuelle sur le site Web. Mais avant de recevoir les prix, les gens doivent payer des frais juridiques, des taxes, des frais de livraison ou pour diverses autres raisons. Mais le gain n'est jamais reçu.
Les deux escroqueries de prix les plus populaires avec les aînés représentent Reader's Digest et Publishers Clearing House. Les courriels et les textos d'hameçonnage visent à faire croire à la victime qu'elle fait affaire avec une entreprise réelle comme une institution financière, un fournisseur de services ou un organisme du gouvernement. Dans ce message, on vous invite à cliquer sur un lien pour diverses raisons. Mettre à jour des renseignements de votre compte ou accepter un remboursement. Le but est de recueillir des renseignements personnels et financiers pour être utilisés pour commettre une fraude d'identité. C'est-à-dire, ne cliquez jamais sur un lien sur l'Internet ou sur un texto et rentrez de l'information bancaire ou de l'information personnelle. Besoin urgent d'argent. Les escrocs prétendent être quelqu'un que vous connaissez et vous disent qu'ils ont besoin d'argent immédiatement. Les aînés se font prendre dans cette fraude car ils ont peur que quelqu'un qu'ils aiment soit en danger ou qu'ils sont fait mal. Les fraudeurs se font passer souvent pour un petit enfant qui a besoin d'argent. Souvent, l'histoire est qu'ils disent qu'ils sont en prison parce qu'ils sont fait arrêter par les polices et ils ont trouvé de la drogue dans l'auto et ont besoin de l'argent pour sortir de la prison. Les argents, souvent, sont recueillis à la maison ou envoyés par la poste. Quand ils prétendent d'être les petits-enfants, ils demandent aussi de ne pas le dire aux parents parce qu'ils ont peur de se faire chicaner. Ils disent aussi qu'ils font partie, que les policiers, il y a des avocats qui leur aident. Les victimes vont souvent aussi parler aux avocats et aux policiers et ils vont utiliser l'usurpation sur le téléphone pour cacher le numéro de téléphone qu'ils téléphonent de. Ils vont faire paraître sur l'afficheur le numéro de téléphone des policiers locaux ou un avocat connu dans votre région. Besoin d'argent urgent peut aussi être quelqu'un qui demande de l'argent, comme un ami ou un membre de votre famille, qu'ils disent qu'ils sont pris dans un autre pays, ont perdu leur portefeuille et ont besoin de l'argent pour leur vol ou pour payer des frais à l'hôpital. Fait que service. Ces fraudes de service, souvent, c'est un soutien technique. C'est encore une fenêtre contextuelle qui peut apparaître sur votre ordinateur en prétendant d'être une entreprise qui représente une entreprise technologique comme Microsoft ou Windows. Et puis, il faut appeler parce qu'il y a un maliciel ou un virus qui a été infecté votre ordinateur. Il y a aussi des offres de faible taux d'intérêt. C'est que les fraudeurs téléphonent aux victimes pour leur offrir de réduits taux d'intérêt sur leur carte de crédit. Cette fraude vise à obtenir leur renseignement personnel et leur donner de carte de crédit. Il y a aussi des réparations au domicile et produits. C'est que les propriétaires de résidences se font offrir des services à moindre coût. Il peut s'agir de services de nettoyage de conduits, de réparation de fournaise ou de systèmes de traitement d'eau ou des rénovations. Si les travaux sont faits, ils ne sont pas faits de bonne qualité ou pas faits partout. Souvent aussi, ils peuvent faire l'ouvrage, mais peuvent causer d'autres dommages. Souvent, ils vont peut-être demander pour un dépôt et jamais retourner chez vous pour faire les travaux.
Marchandises. C'est comme on dit toujours, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement une escroquerie. Fait que les fraudeurs peuvent publier des annonces dans des sites populaires ou des réseautages sociaux. Ils peuvent aussi créer des sites web qui ressemblent fidèlement à ceux des fabricants légitimes. Les fraudeurs attirent les acheteurs vers leur site en faisant la publicité de leurs produits à très bas prix. Les acheteurs peuvent recevoir des produits contrefaits, des biens de valeur inférieure et des différents de qu'est-ce qu'ils ont commandé ou ne rien recevoir du tout. Les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d'acheter les produits ou des services de fournisseurs nouveaux et inconnus. Aussi, dans marchandises, on inclut animaux à donner. Fait que les fraudeurs font des annonces pour des animaux à donner, souvent des chiots ou des chatons. Ils disent que l'animal est gratuit, mais la victime doit payer le transport. Une fois le paiement reçu, les fraudeurs demandent des paiements supplémentaires pour couvrir divers coûts. Une cage de transport, des vaccins, des médicaments, de l'assurance ou autres. Les fraudeurs se servent de sites de petites annonces en ligne et de réseaux de médias sociaux pour afficher des logements à louer. La propriétaire se situe habituellement dans un quartier recherché et le loyer demandé est inférieur au loyer moyen sur le marché. Les personnes intéressées doivent remplir une demande dans laquelle ils doivent fournir des renseignements personnels. Souvent, le soi-disant propriétaire dit être à l'étranger et souhaite louer rapidement la propriété à la bonne personne. Il demande à la victime de verser un dépôt pour visiter l'endroit ou pour recevoir les clés. Il y a aussi les véhicules, fait qu'ils sont affichés à un prix inférieur à la moyenne. Les fraudeurs prétendent se trouver à l'étranger et indiquent que le véhicule se fera livrer. Ils demandent à la victime de payer le véhicule et la livraison, mais ceci ne le reçoit jamais. Et puis maintenant, le vol d'identité. Il y a le vol d'identité lorsque les renseignements personnels d'une personne sont volés ou compromis. La fraude d'identité suit lorsque le fraudeur utilise les renseignements de la victime afin de les frauder. C'est que les fraudeurs peuvent utiliser votre identité pour accéder à vos comptes bancaires, ouvrir de nouveaux comptes bancaires, transférer des soldes bancaires, demander des prêts et des cartes de crédit, qui est le plus populaire, acheter des biens et des services, cacher leur activité criminelle, obtenir des passeports ou de recevoir des présentations gouvernementales. Ceci sont les étapes à suivre si vous êtes victime. Fait que rassembler toute l'information sur la fraude, communiquer avec les agences d'évaluation de crédit, Equifax et Transition. Je vais vous donner les numéros de téléphone. 1 866 828 5961. Celle-ci est pour Equifax. Et Transition. 1 877 525 3823. Vous devriez aussi signaler l'incident au service de police local, signaler l'incident au centre antifraude
examiner vos relevés de compte et signaler toute activité suspecte, informer votre institution financière, vos cartes de crédit et modifier vos mots de passe. Puis, si vous soupçonnez que votre courrier a été redirigé, communiquez avec Poste Canada et informez les organismes provinciaux et fédéraux qui délivrent les pièces d'identité qui ont été compromises. Et puis maintenant, comment se protéger? N'ouvrez pas ou ne cliquez pas sur le lien dans les courriels ou les textos non sollicités car ils peuvent contenir des logiciels malveillants. Recherchez les fautes d'orthographe et de formatage dans les courriels et les textos. Vérifiez le lien hypertexte derrière le texte et les courriels en survolant le texte. Comme on dit toujours, s'il semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Ne partagez jamais des mots de passe. Faites attention à ce que vous publiez en ligne parce que vos détails sur les plateformes de médias sociaux et les sites de rencontres à des fins de ciblage, utilisez les paramètres de confidentialité. Les escrocs utilisent la technologie pour dissimuler le courriel ou le numéro réel qu'ils appellent ou envoient par courriel et le faire apparaître comme fiable. Le gouvernement du Canada n'enverra jamais de fonds par courriel ou message texte. Les forces de l'ordre n'exigeront jamais de paiement et n'avertiront pas d'être arrêtés par courriel ou par téléphone. Méfiez-vous des individus qui professent rapidement leur amour pour vous. Méfiez-vous de personnes qui prétendent être riches, mais qui ont toujours besoin d'emprunter de l'argent. Méfiez-vous de toute personne qui ne peut pas se rencontrer en personne. N'envoyez jamais de photos ou de vidéos intimes de vous, car elles pourraient être utilisées pour faire du chantage. N'envoyez ou n'acceptez jamais de l'argent, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez faire partie du blanchissement d'argent sans le savoir, et ceci est une infraction pénale. Méfiez-vous de toute urgence. N'autorisez jamais une personne à accéder à distance à votre ordinateur. Si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, apportez-le à un technicien. La seule façon de participer à une loterie est d'acheter un billet. Un billet ne peut pas être acheté en votre nom. Fait qu'il y a des gens des fraudeurs qui nous ont dit que c'est parce que vous avez magasiné au couche-tard dans les derniers 6 mois, puis votre nom a été mis d'un tirage. C'est quelque chose qu'ils utilisent souvent. Et puis au Canada, si vous gagnez à la loterie, vous n'êtes pas tenu à payer des frais ou des taxes à la vente. Puis maintenant, comment signaler la fraude? Notre numéro sans frais, 1-888-495-8501. Et vous pouvez aussi signaler en ligne au centreantifraude.ca. Puis je suggère à toutes les gens d'aller voir notre site web parce que vous pouvez aller voir toutes les escroqueries qui se passent de nos jours. Je pense qu'il y en a plus que 30 sur notre site web. Terminé, question? Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Avant de rentrer
dans les détails, je voulais rappeler aux personnes qui nous écoutent que Linda a rajouté des liens dans la boîte de discussion. Donc, tous les numéros qui ont été partagés durant la présentation, plus des liens vers des ressources additionnelles qui peuvent être utiles, sont dans la boîte de discussion et sont aussi partagés sur le site de PMAO. Et le site, on va vous l'écrire, c'est en anglais, le URL, c'est eapon.ca. Donc, vous pouvez aller voir ça et trouver plus de ressources sur le site. On va passer aux questions. Donc, on a déjà 2 questions qui sont rentrées, qui sont excellentes, les 2. Vous avez parlé un petit peu du vol d'identité. Donc, est-ce que le vol d'identité, c'est juste avec le nom, l'adresse et la date de naissance? Est-ce qu'il y a d'autres détails qui peuvent être utilisés et qu'il ne faut pas partager? C'est Marie-Thérèse qui nous demande cette question. Oui, certainement. Votre permis de conduire peut être utilisé, votre numéro d'assurance sociale peut être utilisé, même n'importe quelle identification gouvernementale. Mais certainement, les plus importants de ne pas partager seraient votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance, votre permis de conduire. Très bien. Oui, le numéro d'assurance sociale, c'est vraiment le crucial. On a une autre question qui voulait en savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on reconnaît si un site web est légitime. Qu'est-ce qui fait la différence quand on ne s'y connaît pas trop? Souvent, c'est difficile à voir, mais faut toujours regarder pour des fautes d'orthographe ou des fautes de formation. Souvent, les messages dans le site web ne vont pas être très clairs ou des fois, ça va être de l'information volée aussi. Faites juste faire votre recherche. Faites toujours 2 vérifications. Essayez de téléphoner le numéro de téléphone, voir si c'est vrai. Et puis, en plus de ça, si que vous vous doutez, on dit toujours d'utiliser votre carte de crédit pour faire des achats en ligne parce qu'ils ont la meilleure protection pour vous. On recommande de jamais payer pour rien avec des cartes de crédit, pas des cartes de crédit, des cartes prépayées ou des transferts Interac ou des bitcoins. Ça, c'est un gros aspect. Utilisez votre carte de crédit, c'est la meilleure protection que vous avez. Même pour nous, c'est difficile à voir si c'est une site web fausse, mais toujours faire de la recherche, demander aux gens à regarder pour des fautes d'orthographe. Je crois que c'est important, cet aspect de demander aux gens, d'en parler avec les amis, les voisins, les personnes avec qui on socialise, parce que des fois, c'est quelque chose que, moi, je sais que de mon expérience personnelle, essayer de parler technologie, site internet, sécurité, des fois avec les personnes dont on est les plus proches dans la famille, ça peut vite mal tourner, mais c'est plus facile quand on parle avec des personnes qui sont des amis. Donc, c'est toujours… Et puis, c'est bien d'échanger comme ça, de comparer les notes. Je crois que c'est quelque chose que vous disiez hier et puis aujourd'hui aussi, cette idée de… Les personnes éprouvent de la honte ou on se sentent mal à l'aise d'avoir peut-être partagé quelque chose dont elles se disent qu'elles n'auraient pas dû et elles n'en parlent pas, elles ne disent rien et ça aggrave la situation. Oui, exactement. C'est important de partager les histoires. Et puis souvent, quand on pense qu'on fait partie d'une escroquerie, les fraudeurs vont le dire, dis-les pas à personne. Vous pouvez, ils vont vous faire mentir aux banques pour faire des retraits ou faire des virements. Ça, c'est des choses pour regarder un sens d'urgence. Aussitôt qu'il y a de l'urgence, puis il y a des mensonges, il faut toujours se méfier à ça. Très bien. On a une autre question, Marie-Thérèse, qui veut savoir, est-ce que Equifax et TransUnion peuvent protéger contre le vol d'identité ou est-ce que c'est juste pour faire un signalement? Quel est leur rôle? Oui, absolument. Equifax et TransUnion sont les 2 bureaux de crédit les plus populaires ici, au Canada. On demande de signaler les 2 parce que les 2 sont responsables des différentes institutions financières. Et puis, même si que vous ne demandez pas de faire des signalements, vous pouvez toujours regarder
votre dossier de crédit pour voir s'il y a des choses qui vous appartiennent. Pas souvent, vous pouvez voir s'il y a des numéros de téléphone, des adresses ou des demandes pour des cartes de crédit qui ne vous appartiennent pas. Fait que ce n'est pas nécessairement de vérifier quand que vous avez été victime de fraude d'identité. C'est quelque chose qui est bon à faire toujours. Mais qu'est-ce qui arrive avec Equifax et TransUnion pour qu'eux, ils vous envoient des alertes quand il y a des cartes de crédit, quand il y a des applications pour des cartes de crédit ou des choses comme ça, il y a des forfaits, il y a des frais à payer. Mais si vous faites vérification vous-même, il n'y a pas de frais. C'est pareil comme on dit toujours aux gens de toujours vérifier vos comptes bancaires. Juste au cas que quelque chose peut arriver, mais c'est la même chose avec TransUnion et Equifax. C'est un bon conseil, ça, merci. Une question, parce qu'on a parlé, on a parlé très brièvement de ne pas donner accès à notre ordinateur à quelqu'un d'autre. Donc, tous les systèmes qui permettent à quelqu'un de contrôler un ordinateur à distance, ne pas accepter de faire ça. Oui. Comment est-ce qu'on reconnaît si quelqu'un a pris accès d'une façon ou d'une autre? Comment est-ce qu'il y a des signes qui permettent à quelqu'un de se rendre compte que leur ordinateur a été contrôlé ou est contrôlé de l'extérieur? Souvent, ces fraudes ici, c'est que c'est des soutiens technologiques. C'est que vous allez recevoir un pop-up ou une fenêtre contextuelle ou un téléphone et puis ils vont vous dire que votre ordinateur a un virus. Fait qu'habituellement, c'est les gens qui donnent accès à leur ordinateur, souvent avec une application. Fait qu'ils vont vous demander de télécharger une application et puis c'est vous qui donnez accès. Mais si que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est dans votre ordinateur, la première chose, c'est de fermer votre Internet et fermer votre ordinateur. Parce que ces fraudeurs-là, souvent, ils vont être capables d'aller voler vos informations personnelles. Merci. On a parlé un peu au début de la question de faire un signalement et qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas signaler, sauf si on leur garantit la restitution des fonds. Et est-ce qu'on a une idée à peu près de combien, ou du pourcentage de gens qui récupèrent leur argent après une affaire comme ça? Le pourcentage n'est pas haut. On demande aux gens de signaler plutôt parce que quand que les policiers font leur investigation, nous, on peut prendre toute l'information de notre base de données pour aider à leur investigation. Si que les transferts ont été faits dans les dernières 48 heures, on a plus de chances à récupérer l'argent, mais ça n'arrive pas souvent. Je regardais hier parce que la question a été posée hier et puis sur notre site web, ça dit cette année qu'on a récupéré un total de 1 million cette année. C'est beaucoup, mais quand on voit que la perte est 362 millions, c'est pas beaucoup. Fait que le pourcentage n'est pas très haut. En effet. Mais ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine de signaler, même si l'argent n'est pas retourné. Oui, parce que souvent, si que les gens ne signalent pas la fraude, nous, on n'est pas au courant des types de fraude qui se passent parce que ça change à tous les jours. Puis, si on n'est pas au courant, on ne peut pas le dire aux gens pour prévenir ou on ne peut pas le dire aux médias, on ne peut pas le mettre sur notre site web, on ne peut pas le mettre sur les médias sociaux pour renseigner les gens de ce qui se passe aujourd'hui. Fait que le plus de gens qui signalent, le mieux que c'est. Et puis l'autre chose, c'est comme je disais au commencement, c'est que nous, quand on a des numéros de téléphone qui sont frauduleux, on partage l'information avec nos partenaires. Fait que, par exemple, Bell, ça sera un de nos partenaires. Fait qu'on compose une liste de numéros de téléphone qu'on pense qui sont frauduleux. On envoie ces informations-là à Bell et puis Bell, ils vont faire leur investigation pour déterminer quels numéros de téléphone qui sont frauduleux et puis les canceller. Fait que la même chose avec des adresses courriels, des sites web. Fait que quand les gens ils rapportent, ça peut prévenir d'autres personnes de devenir victimes. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'on a reçu d'autres questions pour l'instant. J'en avais une autre, moi, de questions qui m'était venue à l'esprit parce que souvent, quand on reçoit ces appels comme ça frauduleux, ils
ils disent peut-être agence du revenu ou quelque chose comme ça, mais c'est pas le cas. Et souvent, ils sont basés à l'étranger. Donc, comment ça marche? Comment ça se passe pour arriver à remonter à la source quand c'est des choses qui sont si loin de nous, des fois? Souvent, quand on reçoit des appels frauduleux, on demande aux gens de simplement raccrocher parce que le plus souvent que vous répondez, le plus souvent, les fraudeurs, ils vont créer des listes de numéros de téléphone, soit une liste volée ou une liste créée par eux. Et puis, quand on répond le téléphone, le numéro va sur la bonne liste, ce qui veut dire que vous allez recevoir plus d'appels. Fait que simplement raccrocher, ne jouez pas avec eux. Le plus que vous jouez avec eux, le plus qu'ils vont jouer avec vous. Et puis, j'avais vu une question hier qu'on n'a pas eu le temps de répondre, et puis je pense que c'est important d'en discuter aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais j'ai bloqué les numéros, et puis ils appellent encore. Mais au commencement, je parlais de comment ils peuvent camouflager leur numéro ou leur adresse courriel. En anglais, on appelle ça spoofing. Et puis, spoofer, c'est comme le numéro qu'on voit sur l'afficheur, c'est pas vraiment le numéro qui appelle de. Ce numéro-là peut être un numéro hors service. Ce numéro-là peut vraiment appartenir à quelqu'un qui n'est pas un fraudeur. C'est quand les gens ils rappellent, mais ils disent, ah non, je ne vous ai pas appelé. Ben oui, votre numéro est sur mon afficheur. Mais c'est parce que les fraudeurs, ils cachent leur numéro derrière des numéros locaux pour vous faire penser que c'est quelqu'un de votre région qui vous appelle, qui va vous faire répondre le téléphone. Fait que même si vous bloquez ces numéros-là, ils peuvent quand même rentrer. Fait que la suggestion pour ça, c'est qu'il y a des services de téléphone qui ont des forfaits. Ça peut être gratuit ou payé, mais pour empêcher des appels frauduleux de rentrer. Il y a aussi un autre, un instant, j'avais le numéro ici, je l'ai perdu. C'est la liste nationale, en français, j'essaie de penser, en anglais, c'est Do Not Call This. Je me rappelle plus c'est quoi le nom en français, je m'excuse. Mais ça, c'est quelque chose qui a été créé par le gouvernement et puis qui peut empêcher des appels de télémarketing de rentrer dans votre téléphone. C'est que ça, c'est une autre. Je peux mettre le numéro dans le chat. Ah non, je ne peux pas. Mais le numéro pour ça, c'est 1-866 580 3624. Et puis, je cherche. Ah oui, ça s'appelle Liste nationale de numéros de télécommunications exclus. C'est ça. Ça va empêcher des appels de télémarketing de rentrer dans votre téléphone. C'est très utile, ça. Merci beaucoup. Et là, on parle beaucoup, on parle beaucoup d'arnaques qui sont créées par des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais on a une question qui veut savoir s'il y a une statistique sur la proportion de victimes qui sont victimes par un proche, quel que soit le lien avec la victime. Des victimes de quoi, je m'excuse? Des victimes de fraude ou d'arnaque. Est-ce qu'on a une idée d'arnaques qui sont menées par des gens qui sont proches de leurs victimes? Pas souvent. C'est souvent hors pays. Ouais. Oui. On a beaucoup la stratagème d'urgence. C'est que c'est la fraude de grands-parents, comme je parlais tantôt. Celle-là, c'est souvent pas nécessairement local ou des gens que vous connaissez, mais c'est plutôt au Canada que ça se passe parce que les argents se font ramasser en personne. Ça fait que pas nécessairement dans la même ville que vous, mais ça peut être, on va dire, vous demeurez à Montréal, les gens peuvent être à Toronto et puis il fait quelqu'un conduire à Montréal, ramasser l'argent sur votre patio ou des choses comme ça. C'est pas vraiment des gens qu'on connaît. Ça n'arrive pas souvent. Pas pour nous, parce que nous autres, c'est marketing. Hein? C'est cyber et marketing. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que les maltraitances financières, les choses comme ça, c'est très souvent mené par la famille en général. Mais quand on parle des arnaques en ligne et des appels frauduleux, c'est généralement fait par des personnes qu'on ne connaît pas. Exactement, oui. Ouais.
Je crois que c'est tout ce qu'on a pour les questions pour l'instant. On a encore 1 ou 2 minutes. Pardon, je suis enrouée. Donc, si quelqu'un a une dernière question pour nous, on peut la prendre. Sinon, On on va va. s'arrêter là pour aujourd'hui. OK. Linda? Merci Stéphanie pour cette belle présentation. On va poursuivre avec certains points qu'on avait et puis là, je vais juste partager mon écran encore une fois pour aller et juste on vous invite à faire un don au centre, au réseau et aussi à prévention de la maltraitance envers les aînés. Ça encourage le travail parce que chaque personne a un rôle à jouer pour établir le respect pour les aînés. Notre conférencière, vous pouvez toujours la joindre, c'est Stéphanie Sénécal, le Centre antifraude du Canada. Et il y a son courriel, et vous pouvez toujours la contacter si vous avez d'autres questions. Et nous vous invitons, avant de terminer, il nous ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles, c'est-à-dire si vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter notre sondage, cela ferait énormément du bien parce que votre rétroaction est importante pour nous. Vous allez recevoir le lien juste après le séminaire. Le lien vous sera envoyé et puis si vous pouvez nous faire parvenir ça, ce serait bien apprécié. Et vous pouvez toujours nous contacter, vos commentaires, questions. Ce n'est pas la fin aujourd'hui, on va rester connectés. Bénédicte et les deux personnes normalement qui étaient là, c'est Bénédicte normalement et puis moi-même Linda. Voici nos coordonnées, vous pouvez toujours nous contacter ou bien à YPO ou bien à cnpe.a. On sera là pour répondre à vos questions. Et ici, c'est la fin. Nous vous remercions d'avoir participé et ça a été vraiment apprécié votre participation. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.